Bonjour à tous et merci en tout Super. cas de m'inviter pour ce workshop-là. Donc effectivement, donc moi je suis Romain, je suis cofondateur et CEO de Groover, qui est une plateforme qui aide les artistes à se faire connaître auprès de médias, radios, professionnels de l'industrie musicale et qui leur assure d'être écoutés, d'avoir des retours sur leur musique et souvent plus de la visibilité. Et effectivement, dans le cadre du workshop, l'idée c'est de parler un peu de qu'est-ce que c'est un tour d'investissement et un tour de financement quand on est un entrepreneur, donc notamment pour un tour seed, et vous donner des retours d'expérience vraiment en toute humilité parce que c'était notre premier avec Groover et c'est mon premier à titre personnel en tant qu'entrepreneur. Donc vraiment, ce n'est qu'une expérience, mais il y a quand même quelques trucs, quelques patterns, quelques conseils qui peuvent, je l'espère, assez actionnables pour vous tous. Donc en gros, j'ai 3 points de retour pour le workshop et qui peuvent structurer un peu le truc, qui est de dire, d'abord, comment est-ce qu'on se prépare avant la levée. Ensuite, après, pendant, quels sont un peu les tips que moi j'ai appliqués et qui ont pu marcher. Et après, derrière, le suivi avec les investisseurs, ça c'est un point aussi sur lequel reviendra, je pense, Stéphane, qui est important. Une fois qu'on a levé, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire garder en contact avec ses investisseurs et faire en sorte que ça se passe au mieux aussi. Donc sur le premier point, donc tout ce qui est vraiment lié à la préparation de la levée de fonds. Donc nous, comment est-ce qu'on a fait avec Groover sur le premier tour? Donc nous, on a levé un tour l'année dernière au total d'1,3 million, donc avec une partie en equity, une partie en BPI. Et en fait, on a levé un tour avec Kima Ventures, avec Techstars et avec des business angels de l'industrie musicale et l'industrie tech. Et en fait, l'une des grosses étapes avant de lever, c'est qu'il y a bien 3 mois environ de préparation un peu de qu'est-ce que c'est la levée qu'on va faire, comment est-ce qu'on va l'organiser, etc. Donc nous, un peu les étapes, pour moi, que j'ai notées comme les étapes clés pour préparer un tour et un seed, c'est d'abord, il y a toute une partie sur, pour moi, la vision qui doit être super claire avant de lever un tour. Ça peut paraître ultra bateau, mais c'est vrai que un tour de financement, c'est le moment décisif où la levée, où on va être challengé sur la vision et qu'est-ce que c'est que la boîte qu'on cherche à créer dans 4, 5, 6 ans. Et en fait, c'est un bon moyen aussi de se rappeler, de se mobiliser là-dessus avant, que la levée, ça reste qu'un moyen pour une finalité qui est votre vision d'entrepreneur et non l'inverse. C'est que votre but, c'est de créer de la valeur pour les clients, c'est de créer une société stable, une société qui embauche des gens, qui crée de la valeur. C'est pas de lever des fonds. Et en fait, ce qui est important quand même avant la levée, c'est du coup d'être assez clair sur la vision qu'on a. Sinon, il vaut mieux, je pense, décaler la levée et de se remettre à vraiment construire sa vision, à être assez sûr quand même de ce qu'on veut faire. Et pour moi, c'est un truc qu'on a fait qui est assez intéressant, qui est d'aussi rationaliser la vision. Parce que souvent, quand on est entrepreneur, on dit je vais changer ça, je vais changer le monde, quoi. Et en fait, le risque pour moi, c'est qu'on a une vision qui est du coup pas assez rationnelle. Et concrètement, pour moi, la vision et ce que nous on a fait, c'est de se dire bon, ok, si dans 5 ans tout se passe bien, selon ce qu'on voit comme dynamique de marché, comme positionnement qu'on peut avoir avec la boîte, comme perspective d'évolution, etc. Globalement, Groover, c'est quoi dans 5 ans? Et normalement, ça, c'est votre vision et il faut arriver à la formuler de manière assez claire parce que les investisseurs vous challengeront énormément là-dessus. Et à juste titre, c'est qu'ils voudront comprendre dans 5 ans, vous êtes quoi? Vous êtes une boîte de 4 personnes rentables, vous êtes une scale-up qui veut lever une série B pour acheter d'autres boîtes, vous êtes implanté aux États-Unis ou en France. Enfin, c'est toutes ces questions-là qui vont être hyper importantes. Et au début, il faut se les poser, je pense, à soi au lieu de tout de suite réfléchir à comment les pitcher. Parce qu'il faut d'abord construire sa vision pour ce qu'on veut créer et non pas pour les investisseurs. Et après, derrière, réfléchir à comment est-ce qu'on le pitch, quoi. Mais voilà, donc ça, c'est la première étape pour moi. C'est vraiment de réfléchir à sa vision qui doit être super claire avant de faire un tour de financement. Et parce qu'il vaut mieux, comme on le sait, comme on le voit souvent dans plein de cas d'école, mais il vaut mieux ne pas lever que lever mal. Et ça, c'est un point qui est assez important. Et du coup, le deuxième point par rapport à ça, c'est de bien passer du temps. Donc, je ne sais pas, parmi vous, lesquels ont des associés ou lesquels sont des solo entrepreneurs ou quel est le parcours et la structuration de vos teams. Mais ce qui est vrai, c'est que du coup, une fois que la vision est assez claire, en tout cas qu'on commence à la clarifier, il faut aussi l'aligner et fédérer autour de cette vision l'équipe déjà existante. Donc, et ça se valide à chaque tour. C'est valable pour le site, bien sûr, si vous êtes 3 fondateurs. Et ce sera valable pour la série A si vous êtes une équipe de 30 personnes ou de 15 personnes.
Donc, mais à chaque étape, il faut arriver à aligner et à fédérer l'ensemble des personnes qui sont, et notamment des associés, autour de la vision que vous voulez faire pour justement réfléchir en un bloc au moment du roadshow et au moment de la préparation du tour pour être sûr que la vision est assez unifiée. Bon, ça, c'est pour moi un peu les deux étapes importantes que nous, on a fait juste avant la levée avec Grover et qui ont été assez importantes. Et après, derrière, il y a plus concrètement, avant la levée, réfléchir à toutes les étapes de stratégie de levée. Et pour moi, j'en vois 3 qui sont hyper importantes à définir dans les 3 mois avant justement de lever le tour. C'est ou de commencer le roadshow. C'est tout d'abord, est-ce que vous allez lever avec des fonds d'investissement ou avec des business angels? Donc, pour un premier tour, les deux sont possibles. Mais il faut, je pense, prendre une décision avant parce que les méthodes de levée après sont différentes. Et ce que vous allez vendre pendant le roadshow sera différent. Pour moi, si vous n'avez jamais fait un exit auparavant, que vous n'avez pas une croissance spectaculaire avec énormément de leverage, ou vous n'êtes pas une boîte très, très tech dans des industries où il y a effectivement un marché très, très profond, quand c'est un premier tour, c'est votre premier tour en tant qu'entrepreneur. Donc, je ne sais pas où en sont. Tu me diras, Anne, hein, s'il y a quel est le niveau d'avancement des différentes boîtes. Mais effectivement, l'idée, c'est de dire qu'il faut quand même décider ça un peu en amont, que ça peut être assez pertinent. Nous, c'est ce qu'on a pris comme pli assez vite, de se dire on va faire une levée qu'avec des business angels et Kima et Techstars, qui, eux, fonctionnent vraiment comme des business angels, ou comme Y Combinator, c'est un accélérateur aussi qui est top. Mais du coup, vous allez plus, pendant le roadshow, avoir une attitude de vendre une aventure, une équipe et une vision, plutôt que de vendre un exit. Ouais. Il y a eu un petit écho. Je ne sais pas si Stéphane, c'est ton micro. Ouais, c'est moi. Salut tout le monde. Salut. Salut Stéphane. Du coup, je disais, Stéphane, ce qu'on a décidé, c'est que je commence un peu à parler un peu de nous, comme on a fait avec Grover avant, pendant et après la levée. Et après, je te laisse prendre la suite et on discute ensemble. Ok, ça marche, pas de souci. Très cool. Et si tous ceux qui participent, vous voulez indiquer sur le chat votre niveau d'avancement, si vous préparez à lever des fonds, etc., ça pourra donner des indicateurs aussi pour la discussion après. Ouais, avec grand plaisir, n'hésitez pas. Vas-y, donc, ouais, effectivement, donc, une des premières étapes avant la levée sur la stratégie de levée, c'est de définir est-ce que vous allez effectivement lever des fonds plus avec des VC ou avec des business angels. Donc, ça, c'est une étape qui est importante parce que ça va changer quand même à la fois la manière dont vous allez conduire votre tour, parce que des business angels, c'est infini, il y en a potentiellement énormément. Il faut séduire des investisseurs privés, donc ça change aussi le nombre de rendez-vous que vous allez faire. Des VC, il y en a moins. Et c'est pas du tout les mêmes manières aussi de pitcher la boîte. Donc ça, c'est un point qui est important à définir en amont. Ensuite, après, bon, ça, c'est vraiment, je pense, une tarte à la crème. Je pense que vous le savez tous déjà, mais bon, c'est vrai que c'est le cœur du sujet. C'est que le timing de levée est absolument essentiel. C'est qu'il y a une énorme différence pour moi entre levée pré-product ou levée post-release, où en fait, quand vous levez pré-produit, vous levez vraiment, comme il n'y a pas encore de métrique, c'est assez, tout est concentré sur l'équipe et la vision. Donc, vous êtes pré-produit. Par contre, quand vous commencez à sortir votre produit, là, pour le coup, on attend des résultats. Donc, du coup, il y a une notion, et j'en parlerai après, parce que nous, ça a été un des sujets importants pendant notre levée, de comment est-ce que tu jugules ton momentum un peu non opérationnel et ton momentum opérationnel, donc la croissance de tes métriques. Mais une fois que vous lancez votre produit, là, pour le coup, vous avez une exigence pendant votre levée de montrer que votre produit fonctionne et qu'il y a des preuves de concept et qu'il y a un engagement et montrer que les choses avancent, quoi. Donc, du coup, ce n'est pas du tout la même levée qui se passe. Et en fait, le timing est hyper important. Il faut que vous soyez dans une attitude où vous êtes capable de faire grossir vos métriques mensuellement, où il va y avoir des nouvelles à annoncer, où il va y avoir des belles choses à annoncer pendant votre roadshow. Parce que du coup, il suffit d'un mauvais timing et en fait, ça optimise pas du tout les conditions que vous allez pouvoir obtenir et ça change complètement l'avenir de la levée. Donc ça, c'est un point qui est important de bien définir si vous levez pré-produit, après release, donc dans un contexte où il faudra montrer de l'attraction. Et en plus de ça, après, il y a des timings qui sont beaucoup plus simples, mais je déconseille fortement de lever pendant l'été. J'en ai parlé avec pas mal d'amis qui sont entrepreneurs, c'est beaucoup plus compliqué. Les fonds sont tous en vacances, les angels sont souvent en vacances aussi. Très difficile décembre. Les meilleurs slots, ça reste quand même de lancer en septembre pour closer en décembre et lancer en janvier-février pour closer autour de juin ou en mars. Donc ça, c'est aussi des trucs à avoir en tête.
Je regarde juste dans le chat parce que vous avez mis 2-3 trucs. Ok, cool. Donc, on pourra en parler après si vous voulez, du coup, Com et Alexandre, si vous avez des questions à proprement parler. Donc, nous, pas du tout sur le même écosystème, donc c'est probablement différent, mais intéressant de confronter là-dessus. Et enfin, du coup, après définir si vous allez lever avec des angels ou des VC et le timing à laquelle vous voulez lever. Un point qui est important avant la levée, c'est le montant. Donc, je vais passer vite à la partie du roadshow, nous, ce qu'on a réussi à faire. Comme ça, ce sera plus pertinent pour vous, Com et Alexandre. Mais avant la levée, pour ceux qui vont peut-être lever bientôt, la définition du montant est super importante. Donc, moi, mon conseil sur le montant, c'est d'évaluer globalement vos dépenses, principalement d'hiring, parce que c'est globalement vos recrutements qui va définir quand même vos dépenses et votre burn pendant les mois qui vont suivre votre levée. Et essayer de projeter ces dépenses-là. Et surtout, pour le coup, quand vous recrutez quelqu'un, là, pour le coup, vous vous engagez. Ce n'est pas comme des dépenses marketing sur lesquelles vous pouvez fluctuer, vous pouvez jouer du burn. Là, pour le coup, quand vous engagez quelqu'un, c'est une projection. Et du coup, tirez vos salaires pendant 18 mois. Regardez grosso modo combien ça fait, avec des projections de croissance assez conservatrices. Et moi, ce que j'ai fait et ce que je conseille, qui m'a été conseillé par pas mal de mentors et notamment par pas mal d'investisseurs, c'est d'annoncer un montant qui est un tout petit peu en dessous du montant que vous cherchez réellement à lever pour justement atteindre ce montant-là plus rapidement. Donc, par exemple, si vous cherchez 700 000, annoncez un montant à 500 000 pour être sursouscrit pendant le tour, pour justement augmenter les probabilités de closer le tour dans des meilleures conditions ensuite. Donc, je parlerai un peu de la sous-souscription après et peut-être que Com et Alexandre, vous aurez des points là-dessus. Mais c'est effectivement quelque chose qui, pour moi, vous devez aller chercher cette sursouscription-là parce que c'est ce qui fera que vous faites un meilleur tour ensuite après dans l'optimisation de votre tour de financement. Ensuite, après, les étapes d'avant-levée quand même qui sont super importantes dans cette roadmap et cette checklist que vous devez avoir en tête, c'est tout ce qui est lié au contenu. Donc, il faut avoir un deck et un BP qui est vraiment top, hyper bien fait, hyper aligné avec toute votre équipe. Je parlerai un peu du deck, je montrerai après, une fois qu'on arrête le recording, je vous montrerai celui qu'on avait fait nous avec Grover et avec quelques autres documents. Mais grosso modo, le deck, c'est toujours un peu les mêmes champs clés, mais c'est parler du problème, du marché et du timing. Pourquoi est-ce que c'est le bon moment pour lancer votre boîte et pourquoi est-ce que c'est un problème qui touche énormément de gens. Pour moi, il faut commencer par là. Ensuite, après, c'est toutes les slides qui vont suivre sur votre solution et votre produit. Pourquoi est-ce que vous avez le meilleur produit pour répondre à ce problème de marché qui est énorme et qui est le besoin actuel. Et enfin, parler de la traction et de l'équipe. Donc, si vous êtes pré-produit, pas de traction, ce qui enlève beaucoup de questions dans le Q&A. Et si vous êtes post-release, là, pour le coup, beaucoup de points sur la traction, mettre en avant les bonnes métriques, montrer ce qui est aussi sexy dans votre business plan, ce qui fait en sorte que votre boîte est une boîte qui va se développer plus vite, plus fort que les autres. Donc, ces éléments de traction, ils sont importants. Et votre équipe, ça reste quand même un tour en site. Donc, la capacité du fondateur à pitcher la boîte, elle est au-delà de 50% du rationnel de décision d'investissement, je pense, de l'autre côté, si ce n'est proche de 70%, je dirais. Donc, je laisserai Stéphane dire ce qu'il en pense aussi. Mais je pense que l'équipe est tellement importante et la manière de pitcher est tellement importante qu'il ne faut surtout pas minimiser le deck parce que c'est vraiment quand même le premier contact que vous avez avec l'investisseur. Donc, quelques petits conseils un peu rapides sur le deck, comme nous, on l'a fait. Pour un deck en seed, moi, je recommande entre 10 et 12 slides. Moi, c'est vraiment ce que j'ai fait. Super simple. Le rendre bien d'un point de vue design, sexy, à la fois dans ce que vous montrez, mettre en avant les bonnes choses. Vous aurez appris de toute façon tout le Q&A et toute en gros, la vraie due diligence, qui sont les vraies questions que vous posez l'investisseur sur les risques d'investir. Et ça, vous le ferez pendant le rendez-vous et il faudra montrer qu'en fait, vous arriverez à les surmonter ou montrer que c'est des réflexions que vous avez aussi et sur lesquelles vous voulez être accompagné. Mais pendant le deck, il faut créer de l'enthousiasme. Et mon conseil aussi, c'est d'avoir un deck. Ça, je ne l'avais pas forcément fait pendant notre premier tour, mais plutôt au milieu du roadshow, mais d'avoir un deck écrit, un deck oral, avec un deck écrit qui est plus détaillé, où vous rentrez plus dans le détail de ce que vous faites, et un deck oral qui va être beaucoup plus simple, quoi. Vraiment une idée par slide maximum, où c'est vraiment le pitch et votre manière de pitcher qui renforcera la conviction que vous pouvez avoir pendant l'exercice. Et après, derrière, donc du coup, dans le contenu,
préparer le business plan. Donc, vous allez entendre plein de trucs. Le business plan, ça ne sert à rien. Il ne faut pas faire de business plan à ce stade, etc. Moi, je trouve que c'est un bon exercice, même en seed. Alors, après, tout dépend. Peut-être que pour une startup deep tech, justement, pour quelque chose de très technologique, c'est moins pertinent parce que ce n'est pas forcément la façon de monétiser qui est essentielle à ce stade. Nous, on avait trouvé des modes de monétisation assez tôt dans l'histoire de Groover avec un produit qui très vite a commencé à monétiser. Et donc, du coup, c'est intéressant, justement, dans cette idée un peu de départ de rationaliser la vision, de se dire c'est quoi concrètement notre société dans 5-10 ans, de commencer à jouer ce jeu du business plan parce que c'est un bon exercice et c'est de toute façon un exercice que vous aurez à faire de manière beaucoup plus sérieuse ensuite. Donc, je trouve que c'est bien de le faire, ne serait-ce que pour savoir le faire. Même si après, ce n'est pas si pertinent pour toutes les boîtes et que ça reste, à mon avis, un critère d'investissement qui est assez faible, je pense, pour certains investisseurs, mais ils regarderont quand même globalement qu'est-ce que vous prévoyez comme burn. Ils regarderont est-ce que vous prévoyez de recruter 30 personnes directement, auquel cas lever 500 000, c'est impossible. Voilà, c'est ce genre de réflexion-là qu'ils auront, de voir est-ce que vous êtes complètement à côté de la plaque aussi ou pas, quoi. Donc ça, c'est un point qui est important dans la préparation du contenu avant. Et enfin, le dernier point avant la levée qui était important pour nous, c'est préparer tout ce qui va être base de données. Donc, préparer vraiment une base de données des investisseurs que vous voulez cibler. Donc, nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on en avait sourcé pas mal. Et après, on avait réparti un peu en 3 catégories. Donc, la catégorie des investisseurs que vous pensez pouvoir convertir assez facilement parce que vous les connaissez ou parce que ils sont peut-être moins exigeants que d'autres. Enfin, ça, c'est à vous de faire aussi un peu votre évaluation. Après, c'est tous ceux que vous voulez vraiment et vous pensez que pour les convertir, ce sera assez simple, mais quand même un peu plus dur que les premiers. Et enfin, ceux que vous voulez vraiment, mais qui sont très durs à convertir. Et mon conseil, c'est ensuite dans le roadshow de les rencontrer dans cet ordre-là. Parce qu'en fait, ce que vous allez remarquer pendant le roadshow, qui est un peu le cas d'école aussi, mais que nous, on a vraiment vécu, c'est que plus vous avez du commitment, plus vous avez de l'engagement d'investisseurs, plus vous avez de l'engagement d'investisseurs. C'est une sorte de boule ultra vertueuse. C'est que si vous avez demain, vous lancez une boîte dans la medtech et vous avez un entrepreneur medtech de référence, en fait, ça va faciliter énormément vos prochains pitchs parce que c'est là-dessus aussi que vont rentrer les investisseurs. C'est sur cet esprit de following où en fait, ils vont se dire, en fait, il y a un investisseur qui est reconnu du secteur. Nous, on avait quelques investisseurs très bien positionnés dans la musique qui, en fait, ont réussi à convaincre d'autres investisseurs aussi. Donc, en fait, c'est un peu cet esprit boule de neige qu'il faut arriver à créer. Donc, mon conseil, c'est bien prioriser vos rendez-vous comme ça pour que pendant le roadshow, vous arriviez à créer cet effet de sursouscription et cet effet d'entraînement qui est ce qui est super important en fait dans un tour seed où en fait les métriques sont importantes mais moins que le pitch ou cette capacité de momentum non opérationnel qui est moins lié aux métriques mais plus lié à votre capacité à convaincre tout simplement des investisseurs en tant que tel, quoi. Donc ça, c'est vraiment avant la levée. Je vais aller plus vite sur le reste parce que je pense que vous aurez des questions plus concrètement, surtout si Alexandre et Com, vous êtes en train de lever en ce moment. Mais pendant la levée, l'expression que j'avais entendue d'un investisseur qui est assez intéressante, c'est que en fait, la levée, pendant que vous la faites, c'est une forme d'optimisation sous contrainte où vous essayez d'optimiser la dilution, les conditions monétaires, le cash dont vous avez réellement besoin, le cash en plus que vous aimeriez avoir pour avoir 6 mois de renouveau en plus, la qualité des investisseurs que vous avez qui sont engagés, le bon relationnel que vous avez avec eux. C'est toutes ces contraintes-là que vous cherchez à optimiser pour trouver un peu la formule idéale qui va faire que votre levée, elle sera bonne, elle va vraiment dynamiser la boîte pendant après les 18, 24 prochains mois et qu'elle va vous permettre d'atteindre votre objectif et votre vision. Et en fait, cette optimisation sous contrainte, elle est super dure. Et du coup, moi, les quelques conseils que j'ai appliqués pendant notre levée à nous, que j'ai notés et que je peux vous donner, le premier, c'est, en tout cas, après, chaque chose n'est pas forcément applicable et c'est toujours personnel. Et je pense qu'en fait, il n'y a pas 2 levées qui sont pareilles. Vous allez avoir des levées qui vont durer 12 mois, vous allez rencontrer 200 personnes. Il y a des levées qui durent 2 semaines et c'est 3 rendez-vous. Chaque chose change. Mais par contre, nous, ce qui a bien marché, et je parlerai après aussi de comment ça s'est passé, c'est que nous, notre levée, le roadshow a duré environ 2 mois et demi à peu près, un peu moins. Et les négociations autour du pack d'actionnaires ont duré à peu près le même montant de temps, donc environ 2 mois.
Donc, en fait, ça a duré à peu près ce temps-là. Donc, c'est le temps qu'il faut prévoir, je pense, à peu près, entre 3 et 6 mois à peu près. Ça peut durer plus. Mais en gros, les conseils que je recommande, c'est sur le pitch, la manière de pitcher. Moi, ce que je faisais, c'est que j'essayais toujours de juguler dans la forme, en tout cas, l'émotion et la rationalité. Donc, par exemple, moi, je suis artiste, mon père est musicien. Si je crée Groover, j'ai un rapport très proche à la mission de ce qu'on fait. Et ça, il y a des angels, notamment pendant les tours de seed ou de pré-seed, qui sont séduits par ça parce qu'ils ont envie de soutenir un entrepreneur, ils ont envie de soutenir des nouveaux projets. Et il faut savoir en jouer parce que c'est ce qui fait la force du projet aussi au départ. Donc, c'est important de capitaliser à juste titre dessus parce qu'au bout d'un moment, au départ, il n'y a quand même que vous. Donc ça, c'est un truc qui est important. Et en même temps, de jouer avec la rationalité. C'est qu'il faut aussi être capable, justement, toujours dans cet entre-deux de mission et de métrique, de montrer que vous êtes clair sur ce que c'est les métriques, que vous connaissez votre BFR, que vous connaissez votre marge, que vous connaissez votre taux de croissance sur le dernier mois. Et si vous ne connaissez pas ça, c'est justement que vous pouvez être à côté de la plaque. Il faut rassurer que vous connaissez vos chiffres de marché, vous savez comment le décomposer, etc. Il faut à la fois, du coup, avoir une vision qui est très forte et je pense être entrepreneur passionné par ce qu'il fait et en même temps avoir cette rationalité-là. Donc ça, c'est dans la manière de pitcher. Et ensuite, après, sur le roadshow, je vais aller un peu plus vite, mais effectivement, l'idée, c'est que ça dure environ 3 mois. C'est souvent assez intense, où souvent, ce qui se passe, c'est que vous rentrez dans une mentalité qui va être, du coup, c'est de l'importance de bien préparer, bien aligner en amont, mais pendant le roadshow, et je pense que vous le voyez, du coup, Alexandre, et comme c'est une approche où vous êtes très sales, en réalité, c'est que vous enchaînez des rendez-vous tous les jours. Et pour moi, il faut vraiment y aller. C'est un taf qui est à 80% au moment où vous le faites. Il faut vraiment le faire à 80%. Et moi, j'avais calculé que je bossais entre 70 et 80 heures par semaine pendant mon roadshow à peu près. Et je faisais 80-90% de ça. Parce qu'en fait, après, pendant les négociations, ça se calme et vous faites d'autres choses, bien sûr. Et pendant les 2 mois et demi, il faut vraiment être super focus là-dessus parce que vous allez vendre votre boîte, en tout cas vendre une aventure contre du capital et de l'argent. Donc, vendre votre capital contre de l'argent d'investisseur. Donc, il faut être capable justement d'enchaîner les rendez-vous pour créer ce momentum-là. Donc, voilà, si vous pouvez avoir 8 rendez-vous en un jour plutôt que 7, il faut sauter sur l'occasion. Et ensuite, sur le roadshow, un truc qui est important aussi, que beaucoup de mentors à Techstars nous avaient coaché là-dessus, et je pense que c'est un bon point, c'est savoir pendant le roadshow aussi prendre du recul. Donc, il y a effectivement cette notion d'optimisation sous contrainte, mais c'est aussi une super bonne expérience humaine. Vous allez rencontrer des gens géniaux, des fondateurs, des entrepreneurs, des investisseurs brillants. Ils vont faire des feedbacks. C'est une machine à feedback, un roadshow, surtout en seed, où vous allez prendre des retours hyper pertinents sur la construction de votre vision. Et ça, il faut savoir les mettre un peu de côté parce qu'il faut rester focus et il ne faut pas changer votre boîte au milieu du roadshow ou alors il faut décaler votre roadshow après, je pense. Mais au milieu du roadshow, vous allez prendre plein de contacts, plein de rendez-vous intéressants. Et ça, il faut le voir aussi comme une aventure humaine et pas seulement comme un moment où vous allez tout simplement prendre de l'argent pour votre boîte. Mais voilà, il faut trouver ce bon curseur entre les deux. Et c'est ça, je pense, qui va faire votre force de votre tour de financement. Après, les rendez-vous, sur des rendez-vous avec des investisseurs, des angels, nous, ce qui avait bien marché, c'est quand même d'avoir une relation assez humaine. Donc, c'est des rendez-vous entre 30 minutes et 1 heure. En général, quand même, moi, je ne montrais pas souvent le deck. Je préférais parler comme ça de vive voix, d'avoir une interaction très rapide, de maîtriser vraiment le deck à l'oral et pas forcément de rentrer dans le détail d'une présentation, etc. Chacun a ses méthodes de pitch. Si vous préférez avoir un support, vous pouvez le faire. Mais en réalité, voilà, c'est toujours un peu les mêmes formes. C'est 10-15 minutes où vous allez pitcher, rentrer dans les détails de votre boîte, vous concentrer sur la vision, etc. Et 10-15 minutes de questions ensuite où en fait, derrière, vous allez être complètement… en fait, au bout d'un mois, 1 mois et demi, vous allez être rodé sur toutes les questions qu'on peut vous poser parce qu'au final, s'il y a 30 questions ultra pertinentes sur votre business, elles vous seront posées dans les 10-15 premiers rendez-vous en réalité. Donc, au final, après, vous allez être très rodé sur le Q&A, donc beaucoup plus rassurant aussi. Et ça, c'est pour ça qu'il faut aussi prioriser vos rendez-vous dans cet ordre-là. Et enfin, un conseil que m'avait donné une amie entrepreneuse qui a super bien marché pendant notre rendez-vous, c'est qu'au début, la réalité, c'est que sauf si vous êtes déjà un entrepreneur qui a déjà un réseau, vous avez le réseau que vous avez qui est par nature forcément toujours parfois un peu restreint. Et du coup, il faut créer ce réseau pendant le roadshow. Et en même temps, il y a un truc qui parfois aussi est assez français, c'est ce côté de faire des rendez-vous où c'est cool, tu rencontres des investisseurs et tu parles de ta boîte, etc. Donc, tu as l'impression un peu de te mousser.
mais en fait, tu n'avances pas dans ton niveau de commitment. Donc, en fait, il faut être aussi complètement très, plus à l'américaine aussi et savoir poser les questions de concrètement, comment ça avance, quand est-ce que tu peux te positionner, etc. Donc, moi, ce que je faisais systématiquement au bout de à partir de certains rendez-vous, c'est que je posais 3 questions. C'est combien tu peux investir au sein de Groover? Quand tu peux me donner cette réponse-là? Donc, si tu me dis, je peux te le dire avant fin juin parce que j'attends des nouvelles de mon exit, bon, c'est trop tard parce qu'en fait, moi, je suis en février, j'ai besoin d'avoir des réponses avant. Et au moins, vous le savez, donc vous n'allez pas relancer la personne 4 fois. Et enfin, la dernière question que je posais systématiquement, c'est qui tu connais dans ton réseau qui pourrait rentrer sur ce tour? Et ça, c'est un moyen d'augmenter votre sourcing naturel de contact qui fait que vous allez créer votre réseau d'investisseurs et c'est aussi une partie de votre table. Donc, voilà. Ensuite, après, derrière, les points qui sont importants, mais on ira, je vais aller vite pour que Stéphane puisse aussi parler, pour qu'on puisse échanger. Comme ça, on répond à vos questions. Mais les derniers points qui sont importants, c'est de créer un momentum qui est opérationnel et non opérationnel. Donc, opérationnel, c'est que vous ayez de la croissance mensuelle ou des partenariats stratégiques. Voilà, vous êtes une startup deep tech dans le médical, que vous signez votre premier hôpital, votre premier POC au moment du roadshow. Ça, vous pouvez le renvoyer, recommuniquer auprès des investisseurs que vous avez rentrés dans votre pipe, que vous avez déjà rencontrés et les convaincre grâce à le momentum opérationnel. Donc, il faut que votre équipe elle soit très mobilisée là-dessus. Et après, il y a le momentum non opérationnel. Et ça, c'est la personne qui conduit la levée qui doit vraiment s'en occuper, qui est convaincre des très beaux investisseurs, avoir un bouche à oreille positif sur soit en tant qu'entrepreneur et sur la société. C'est le moment de faire de la presse si vous pouvez en avoir, de passer sur les réseaux suivis des investisseurs, etc. Et c'est le moment justement de créer cette sursouscription où vous allez dépasser le montant que vous annoncez. Donc, au moment où vous avez annoncé une levée à 300, mais en réalité, vous seriez plus confortable si vous allez lever 500 000 € étant donné votre business plan. Essayez de dépasser les 300, vous êtes à 350, vous renotifiez tous les investisseurs, vous dites, voilà, là, on est à 350, on va closer, ça nous suffit, on va closer dans le mois. Si tu veux te positionner, c'est maintenant. Et ça crée un effet d'entraînement parce que beaucoup d'investisseurs auront envie de se positionner à ce moment-là. Beaucoup d'angels qui ont été séduits par votre vision n'ont pas envie de rater forcément votre tour de financement et du coup, ils vont vous donner une réponse beaucoup plus vite que si justement vous ne créez pas ce momentum non opérationnel-là et cette capacité à sursouscrire. Donc ça, c'est un conseil que je recommande, donc de bien préparer en amont pour arriver pendant le roadshow à créer ça. Donc ça, c'est vraiment pour des levées de seed où vous allez rencontrer beaucoup d'investisseurs. Je n'ai jamais fait de levée après celle-ci pour l'instant, donc je ne peux pas vous donner de tips, mais j'imagine que c'est différent sur d'autres sujets. Et après, du coup, il faut arriver pendant les négociations à bien comprendre les deux dynamiques que vous allez chercher à optimiser. Mais la première dynamique, c'est globalement tout ce qui est lié autour des economics, donc c'est votre valo. Donc, c'est globalement quelle dilution pour quelle valorisation et surtout d'avoir une vision assez long-termiste de votre cap table, c'est de dire en fait, vous allez vous diluer grosso modo entre 15 et 30% sur chaque tour. Être capable de dire à vos investisseurs que comme il y a un tour de série A qui est prévu d'ici 3 ans, vous allez encore vous rediluer et que c'est important que les fondateurs qui sont quand même encore ceux qui vont porter la croissance à ce moment-là restent quand même majoritaires. C'est ce genre de réflexe-là que vous allez avoir sur votre réflexion de la cap table qui vont rassurer les investisseurs parce qu'ils vont se dire ils se projettent long terme et qui vont aussi légitimer que vous êtes sur une valorisation qui peut être plus élevée. Et après, sur les négociations non monétaires, donc globalement, il faut que vous soyez hyper au clair, vous et vos associés, sur c'est quoi un board et ses décisions, une liquidation préférentielle, qu'est-ce que c'est en cas d'exit, quelles sont les tranches subordonnées, le vesting des fondateurs, c'est 5 ans, c'est 2 ans, c'est 3 ans, enfin, c'est tous ces réflexes-là. Ce que je recommande là, je vais vous mettre le truc ici en commentaire, mais c'est le livre qui s'appelle Venture Deals, qui est recommandé par Techstars. Donc, ce n'est pas la littérature la plus fun. Enfin, ce n'est pas le Seigneur des Anneaux, quoi. Mais ça se lit quand même assez rapidement. Et surtout, c'est important de lire ce type de bouquin avant la levée. Comme ça, vous voyez quelles sont un peu les bonnes pratiques. Et là, c'est le moment aussi de parler beaucoup avec vos avocats, de savoir ce qu'il fait, d'avoir un sondage de quelles sont un peu les pratiques de marché, quels sont un peu les term sheets classiques. Vous avez la term sheet du Galion aussi, du Galion Project, que vous pouvez lire, qui est cool. Et ça vous donnera un avis de comment bien vous préparer aussi pendant le tour pour éviter d'être loin de ce qui peut se faire. Et voilà. Et enfin, le dernier point, c'est après la levée,
Ça, je vous montrerai après, peut-être si on a le temps, du coup, moi, ce que j'envoie comme reporting, etc. avec le deck. Mais moi, je fais 3 choses pour garder un super bon contact et une bonne relation avec les investisseurs après la levée. Le premier, c'est d'envoyer des updates réguliers et mensuels. Donc, tous les mois, j'envoie un update où je mets nos asks. Donc, globalement, c'est nos demandes avec Groover, ce qu'on cherche à faire, enfin, ce sur quoi on a besoin, parce que vos investisseurs, ça va être un réseau sur lequel vous allez pouvoir capitaliser, des conseils. Donc, si vous avez un gros besoin sur un budget marketing que vous n'avez pas très bien calibré, ou si vous avez un besoin sur ce boss de label que vous aimeriez rencontrer et vous n'avez pas forcément son contact. Donc, je vous montrerai comment les faire aussi, enfin, ce que, en tout cas, moi, je fais. Vos KPI, quelques screenshots de votre produit, ce qui va pas dans la boîte, et remercier aussi les investisseurs qui vous ont aidé pour que, justement, vous gardiez une relation où ça soit donnant-donnant et où vous arrivez à créer une relation long terme. Donc, ça, je pense que c'est important. Et cette régularité-là, je pense que la discipline prime sur le côté shiny, il vaut mieux transparence et quelque chose de régulier que quelque chose où vous allez envoyer du rêve et en fait, après, vous allez avoir des très mauvaises nouvelles à raconter parce que vous avez caché certaines choses. Enfin, moi, je ne crois vraiment pas du tout à ça dans la relation entre les entrepreneurs et les investisseurs. Je pense qu'un investisseur, quand il investit sur vous en seed, il doit prendre conscience que l'argent, il est perdu théoriquement. C'est qu'il a plus de chances de le perdre que de le gagner. C'est le jeu de l'investissement. Quand on investit en seed, c'est très, très risqué. S'ils veulent faire un investissement qui n'est pas risqué, il vaut mieux ne pas investir dans des jeunes boîtes. Et vous, votre but, c'est de faire en sorte, en tant qu'entrepreneur, que vous réalisiez la vision sur laquelle eux, ils sont rentrés au moment de votre levée, d'où l'importance de bien l'aligner et de communiquer ça de manière claire. Mais c'est normal qu'il y ait des erreurs, c'est normal qu'il y ait des complexités, qu'il y ait des difficultés. Donc, je crois beaucoup à la régularité des updates mensuels. Et après, ce qu'on fait pour garder des relations qui sont plus aussi qui permettent de taper la balle, d'échanger assez rapidement, c'est des cafés un peu one-one pour des sujets précis. Donc, par exemple, Stéphane, on avait beaucoup parlé tous les deux du business plan, on avait beaucoup parlé du recrutement, de beaucoup de sujets liés au recrutement tous les deux. Donc, c'est des points qu'on fait en one-one. Et aussi de faire parfois, nous, ce qu'on fait, c'est 2 fois par an, on fait un investor drink. Donc, avec tous les investisseurs, tous les business angels et Techstars et Kima, inviter tout le monde pour un rendez-vous avec toute l'équipe et une petite presse stratégique de qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché et où on va dans les 12 prochains mois à tout le monde. Voilà, moi, je prépare la presse et après, c'est un moment aussi de convivialité où les investisseurs rencontrent le reste de l'équipe et où ça crée une relation qui est encore plus long terme et encore plus soudée. Donc, voilà, ça, c'est vraiment tous mes conseils sur comment préparer, en tout cas, nous, comment on a géré notre premier tour, notre seed avec Groover, sur comment vous préparer avant, pendant et après la levée. Je laisse du coup Stéphane peut-être compléter et si on a des questions après, je vous montrerai aussi le deck éventuellement si on a le temps et tous les autres sujets, quoi. Ok, ça marche. Du coup, je vais prendre un peu la parole et peut-être expliquer pourquoi j'ai investi dans Groover, que ça vous donne aussi le côté investisseur à tous. Ce qui m'a fait investir, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai une approche qui est assez pragmatique, c'est que les entrepreneurs, j'investis, mais que quand je les ai un peu suivis. Donc, en fait, je ne vais pas investir dans une boîte, juste un mec qui m'a envoyé son deck. Je vais dire, OK, on se voit une fois par mois pendant 3-4 mois. Et en fonction des updates d'un mois à l'autre, de l'évolution, etc., là, je vais décider d'investir. Pourquoi je fais ça? En fait, ça me permet assez vite de filtrer les mecs qui sont à l'écoute. Ça me permet d'assez vite filtrer les mecs qui en fait avancent pas, qui montrent sur des slides, c'est bien, mais après en exec tous les jours, est-ce que tu fais le taf? Ça me permet aussi d'avoir de la visibilité sur est-ce que le mec est en train de onboarder d'autres invests, etc. Donc ça me permet aussi de passer du temps et de comprendre d'une session à l'autre un peu les objectifs business et la vision qu'ils construisent. Le deuxième truc, c'est l'équipe. Clairement, la team Groover est plutôt pas mal. Le business model, je le regarde jamais. D'ailleurs, Romain, c'est très bien que je trouve que son business model est quand même pas terrible. Mais ça, c'est un truc que je regarde pas tellement parce que t'as expliqué ton business model, Romain, ou pas du tout? Alors non, j'ai pas expliqué, mais en gros, nous, on a un double business model. C'est qu'on a un business model qui est une marketplace de transactions et un business model qui est un business model d'accompagnement d'artistes. Donc, en gros, on a un business model qui est lié à en fait faire payer les artistes ou les représentants d'artistes au contact.
Donc, ça coûte 2 € ou 4 € par contact aujourd'hui sur la plateforme Grover. Et en fait, Au succès. Ouais, alors en fait, les artistes payent avant. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les représentants d'artistes, enfin les médias, les radios et les professionnels de l'autre côté qui vont écouter les morceaux, vont gagner des crédits à chaque fois qu'ils vont faire des retours aux artistes. Et ces crédits-là, ils sont ils sont équivalents à la moitié du montant dépensé par l'artiste pour le contacter. Donc en fait, c'est un modèle de commission à 50% qui se fait à chaque fois que, en fait, justement, un artiste dépense sur la plateforme et en fonction du nombre de contacts qu'il a choisi sur la plateforme. Et à côté de ça, on a un deuxième business model qui est en construction, mais qu'on a lancé assez tôt, qui est de dire, en fait, Grover, c'est non seulement un outil d'intermédiation et de mise en relation, mais c'est aussi un super outil de détection de talents et de mise en avant de super talents, où en fait, on va accompagner les meilleurs talents avec des contrats associés, donc des contrats de distribution et ou d'édition, pour justement capitaliser sur les artistes qui marchent le mieux et qui peuvent se développer sur le long terme. Donc, c'est un business model que nous, on appelle d'accélération, sur lequel on va signer en fait, des artistes qui marchent très bien. Et du coup, je peux parler un peu des chiffres du CA que tu faisais quand tu as levé ou pas, Romain? Je préférerais pas, si ça ne dérange pas. Okay, ok, ça marche. Mais bon, en gros, donc Romain vend un produit à 2 ou 4 € et quand il a levé, bon, il faisait un peu de CA, je dirais pas les chiffres, mais en fait, pourquoi j'ai investi, je ne croyais pas trop au modèle, mais je me suis dit que de toute façon, s'ils étaient capables de faire ce CA-là avec un produit à 2 €, ils arriveraient forcément à un moment donné en fait, à faire beaucoup plus d'argent. Donc, en gros, c'est plutôt comme ça que j'ai analysé le business model. C'était peut-être aussi la capacité à l'entrepreneur de se dire un jour, si je dois changer de modèle, est-ce que je peux performer plus que ce que je fais aujourd'hui? Et en fait, si tu te dis, ouais, facilement, j'arrive à battre cette perfo, de toute façon, l'entrepreneur pourra toujours switcher de modèle. Si demain, Romain a envie de doubler son CA, il a juste à doubler la commission. Et donc voilà, donc moi j'ai plutôt analysé le business model comme ça, en me disant que de toute façon il ne pouvait pas faire un modèle qui rapporte moins que ça, je pense. Et je me suis dit que s'il était déjà capable de faire du CA avec ça, potentiellement il y avait des opportunités derrière de nouveaux business models, donc que ça soit du talent ou d'autres choses qu'ils auront en préparation. Et donc du coup voilà, et moi j'ai passé quand même pas mal de temps aussi avec un de ses associés sur la partie product. En fait, je m'intéresse beaucoup aussi aux produits en général sur les boîtes. Parce que c'est comme ça que tu comprends en fait le mieux le business et aussi parce que c'est mes appétences. Donc je pense qu'il est important aussi quand vous allez voir des invests, c'est de vous dire c'est quoi ses compétences et est-ce que le mec déjà naturellement en fait a envie de m'aider un minimum. Il y a des invests qui font juste ça pour de l'investissement. Donc si c'est Kima, ça pose pas trop de problème. Leur modèle c'est quand même plutôt d'être un fonds. Après si c'est un business angel que tu as envie de sélectionner, globalement si le mec t'apporte rien de plus que du cash, potentiellement, tu as peut-être d'autres opportunités à aller chercher que ce mec-là. Donc voilà. Et donc, moi, c'est surtout là-dessus aussi où j'ai un peu accompagné. En plus des RH, effectivement, on a passé un peu de temps à discuter. Mais n'hésitez surtout pas aussi à vous dire qu'est-ce que ce mec-là m'apporte en plus. En fait, ça vous permettra de faire des filtres à la fin, de vous dire, OK, je ne borde telle et telle personne parce qu'en fait, je sais qu'il peut m'apporter ça, ça, ça. Et ça vous aidera toujours, en fait, à construire un peu mieux votre board. Et après, la deuxième chose, c'est traiter bien vos invests. Honnêtement, Groover, c'est dans mon portefeuille, c'est la boîte qui gère le mieux, je pense, ses investisseurs. Et ça vous évitera bien des surprises en fait au cours de votre vie d'entrepreneur. Parce que vos investisseurs, en fait, souvent, vous pensez qu'en fait, ils n'ont pas trop de pouvoir. Puis en fait, le jour où tu veux vendre ta boîte, les mecs se pointent pas. En fait, ils viennent pas signer les papiers, ça retarde de 6 mois. Enfin, ça peut vraiment vous... En fait, même si les mecs sont sympas, ça peut vous complexifier beaucoup de choses. Donc en fait, quand même, traitez bien vos invests. Ça, je pense, c'est clé. Je vois plein de boîtes, en fait, où à la fin, ça part en live. Parce qu'en fait, les mecs ont tellement jamais tenu au courant les invests qu'un jour, ils débarquent en disant, tiens, on est en train de faire ça. Et puis les mecs se regardent en mode, ben ouais, en fait, ça fait 12 mois qu'on a payé une news de toi. Donc en fait, ça te donne pas trop envie d'aider l'entrepreneur, tu vois. Donc, et en plus de ça, je pense que vos invests, quand vous les choisissez, c'est aussi pour leur réseau, leurs compétences, leur expérience qu'ils peuvent vous apporter. En fait, c'est hyper important pour vous d'avoir tout le temps une relation. Globalement, moi, ce que je vois, c'est plus tu sollicites tes invests et plus tu leur fais du reporting souvent, plus quand tu demandes quelque chose, plus on est à même en fait de t'aider. Donc ça, je pense aussi, c'est très important. Même pendant le roadshow, en fait, n'hésitez pas à faire des updates. Et même des gens qui vous ont pas dit qu'ils voulaient mettre. Si vous avez rencontré un BIA que vous avez envie, en fait, faites-lui des updates.
Parce qu'à un moment donné, il va peut-être voir un de ses potes qui est en train d'investir, il va dire, ah bah attends, en fait, il y a mon pote machin qui a mis, ah bah en fait, je vais mettre du coup parce qu'il met. Ça c'est très vrai hein, dans les investisseurs. En fait, on s'en rend pas compte, mais en vrai, c'est assez moutonnier comme raisonnement. C'est dès que vous commencez à avoir des noms, des mecs de renom, vous n'avez pas de problème de closing, quoi. Inversement, faut faire quand vous ferez sur du VC. En fait, sur du VC, il faut faire de plus en plus attention parce que moi, j'ai discuté. Je suis en train de monter un mini fonds startup pour investir, mais en fait, j'ai discuté avec beaucoup d'entrepreneurs qui ont vendu leur boîte, mais vraiment des très belles sommes. Et un des problèmes qu'ils ont aujourd'hui, c'est qu'ils hésitent de plus en plus à financer des fonds. Parce que le problème, c'est que les fonds, en fait, ont tellement un effet moutonnier que quand un mec met dans 3 fonds, à la fin, ils ont mis dans la même boîte. Et donc, ils gèrent très mal le risque. Donc ça aussi, il faut que vous fassiez attention. C'est quand vous sélectionnez des fonds, faites en sorte d'avoir des LPs derrière qui sont plus diversifiés, parce que sinon vous allez avoir des problèmes en fait avec un seul invest in fine, et vous aviez rien demandé au départ. Donc sur les fonds, essayez quand même de checker qui est LP du fonds et savoir quelle est la portée du réseau de ce fonds-là et qu'est-ce qu'il peut vous apporter, quoi.